Bonjour à tous, merci à ceux qui se connectent. On va attendre 2-3 minutes que tout le monde nous rejoigne. Bonjour à tous, merci à ceux qui sont déjà connectés. On va attendre juste 2-3 minutes le temps que tout le monde arrive et on démarre la présentation. Ouais, on y va. T'es mute? Tu dis OK. OK, on va démarrer. Donc bonjour à tous, merci de vous être connectés. On va pouvoir démarrer pour la présentation intitulée Quarkus Golang Rust, est-ce la mort programmée de Java et .NET? Alors pour répondre à cette question, je ne suis pas tout seul, je vais être accompagné de 3 collègues. Donc je commence par me présenter rapidement. Moi je suis Jérôme Gauthier, je suis ici, je suis architecte du coup chez Soprasteria, très teinté télécom, et puis des centres d'intérêt autour des architectures cloud, DevOps, du craftsmanship, euh, entre autres. Et du coup, Anthony, si tu veux prendre la suite. Anthony Dassé, donc architecte aussi comme Jérôme. Moi, plutôt teinté aussi avec la partie conteneur et orchestration, sécurité, DevOps. Et je vous parlerai de Quarkus. Je vais laisser la main à Constantin. Ouais, bonjour à tous, Constantin, polyglotte en langage informatique et automatisateur au maximum. Et du coup, pour vous parler aujourd'hui de Rust, Maxime, je suis architecte chez Soprasteria également, sur tout ce qui va être plus cloud, conteneur et DevOps, et également actuellement développeur plutôt sur du Go, même si vous parlerez de Rust. Ok, merci. Donc vous l'avez compris, chacun portera une casquette autour d'un écosystème et moi je serai le fil rouge de cette présentation. Alors je préfère aussi annoncer dès maintenant, le but c'est pas de faire un classement, un battle entre ces 3 technos. On va parler évidemment de leurs différences, quels sont les use cases pour chaque techno, mais il n'y aura pas un classement à la fin. C'est aussi plutôt on va être plutôt sur de l'overview et parler de thèmes vraiment concrets qui nous préoccupent au quotidien en tant que dev, archi, décideur. Donc voilà. Un autre point avant de démarrer, l'onglet questions-réponses, n'hésitez pas à l'utiliser, postez toutes les questions que vous avez en tête et on y reviendra à la fin de la présentation, on se garde du temps pour y répondre. Et on est parti. Donc au menu, aujourd'hui, on va démarrer par une séquence carte d'identité. Donc on va essayer de présenter rapidement chaque écosystème. Et ensuite, on partira sur des focus thématiques. Donc là, on reviendra sur les préoccupations, diverses préoccupations autour de ces écosystèmes. Et enfin, on fera une synthèse, on présentera nos convictions, nos retours d'expérience.
On est parti pour les cartes d'identité, puis on va commencer par Quarkus. Anthony, est-ce que tu peux nous présenter Quarkus? Tout à fait. Alors Quarkus, un framework Java supersonique et subatomique, donc c'est un peu le slogan du framework. Donc framework Java, comme vous l'aurez compris, qui est apparu autour des années 2018 sur la première version, qui est aussi bien conçu pour de la JVM, donc on peut toujours faire tourner du Quarkus sur des JVM, qu'en compilation native, et c'est sur cette partie-là qu'on se concentrera beaucoup plus. Alors, les promesses du framework sont diverses. Le but, pourquoi Quarkus a été créé, c'est pour répondre à des nouveaux besoins sur tout ce qui est serverless, conteneur, en tout cas toutes les nouvelles mouvances qu'on peut avoir autour du cloud de nos jours, dans nos applications, dans nos systèmes d'information. Et l'objectif de Quarkus, c'est de proposer des applications légères et rapides pour pouvoir s'intégrer facilement dans ces nouveaux écosystèmes. Quarkus bénéficie d'une communauté très complète et surtout, il n'y a pas que, mais Red Hat, très contributeur sur Quarkus, sont présents en tout cas sur la majorité des webinars, conférences qu'on peut avoir au niveau Europe pour pouvoir échanger, montrer les bonnes pratiques et faire un peu d'évangélisme autour de la techno. Voilà, en 3 minutes, Quarkus. Ouais, est-ce que tu veux peut-être nous parler, est-ce que tu as en tête des applications de la vraie vie ou des choses sur lesquelles tu as pu intervenir chez donc oui, on a des applications côté Soprasteria qui font du Quarkus en production, donc pour certains clients côté télécom. Et concernant des applications que l'on peut connaître, Keycloak, gestionnaire on va dire un IAM qui est disponible en Quarkus depuis pas si longtemps que ça, mais qui est disponible en Quarkus sur étagère. Ok, très bien. On passe à Golang. Constantin, même exercice. Ouais, du coup, Golang, c'est un langage compilé développé par Google en 2009. Les objectifs principaux, c'était de faire un langage simple, où la phrase de Rob Spike que vous verrez, que vous voyez au milieu de la slide, le but c'est de faire un langage simple pour des développeurs, pour des développeurs pas non plus expérimentés, pour pouvoir créer un programme le plus simple et joli possible. Du coup, en objectif, on retrouve tout ce qui est simple, une compilation rapide, tout ce qui est gestion de multithreading, gestion aussi de tout ce qui est HTTP et JSON, toutes les problématiques qu'on peut retrouver actuellement. Niveau communauté, il y a une communauté open source très active. Vous passerez une bonne partie de votre temps à vous balader sur GitHub, trouver les librairies qu'il vous faut pour après jouer au Lego pour construire votre application. Ok, et du coup pareil, est-ce que tu as des exemples d'applications de la vraie vie ou des projets sur lesquels tu as pu travailler? Ouais, en application de la vraie vie, vous trouverez des outils ou des produits du style Kubernetes, Terraform, en service SoundCloud, qui a fait une transition, Uber, plein d'autres services ou outils qui sont migrés vers le Go. En client côté Soprasteria, on retrouve principalement OVH, qui a la plupart de son SI en Go, qui migre du Perl vers le Go, ou aussi SFR. Ok. Ouais. Ok, merci pour ça. Et puis, dernier focus sur Rust, Maxime. Ouais, donc Rust, comme le Go, on est sur un langage de programmation compilé, qui est sorti à peu près dans une zone en 2000, une dizaine d'années, donc 2009-2010. Il se veut multiparadigme, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un petit peu d'objets, il y a du fonctionnel, il y a du procédural, et normalement pour à peu près tous les cas d'usage, même si dans les faits, c'est un langage de programmation qui est relativement bas niveau, avec la gestion manuelle de la mémoire, on en reparlera, et qui du coup est plus orienté pour du système, pour du développement de système. Il est issu de chez Mozilla, c'était sur un projet de 80-20, on va dire, chez Mozilla. Et derrière, il a pris beaucoup d'importance, puisque c'est aujourd'hui un projet open source, qui est soutenu par une fondation, la fondation Rust, qui est backupée par AWS, Huawei, Google, Microsoft, et du coup également Mozilla, fondation qui paye des développeurs à maintenir le langage. Langage autour duquel il y a vraiment aussi une bonne communauté, hein, si on en reparlera, mais autour si on a besoin d'aide, etc., il y a vraiment beaucoup de monde.
Et pour en revenir un peu sur la promesse du langage, pourquoi ce nouveau langage? Alors, je vous prends le verbatim qui vient du site, si vous prenez le site Rust en français. C'est un langage qui se veut faire des logiciels fiables et efficaces. Fiables par la sécurité, notamment la mémoire, et efficaces sur la performance. Un des prémices, c'était d'être aussi performant que du C++, qui est un des deux principaux concurrents, on va dire, un C et C++ vis-à-vis de Rust. En autre concurrent, on va dire, en langage qu'on peut citer, il y a peut-être NIM, mais qui lui va plutôt transpiler vers du C qui va se recompiler derrière. Là où Rust est un vrai langage from scratch. Au niveau des applications qu'on a aujourd'hui du Rust, Firefox, tout le moteur de rendu HTML, CSS a été réécrit en Rust. Pas mal de modules d'AWS, d'Azure, donc tout ce qui va être le bas système plutôt côté cloud, a été écrit en Rust, Cloudflare, et d'autres applications desktop, Discord, Dropbox par exemple, ont en partie écrit en Rust. Et enfin, sur le dernier gros élément, c'est les modules de kernel Linux, qui aujourd'hui peuvent être écrits en Rust également. Ok, super. Merci à vous. Avant de passer à la suite, du coup, vous l'avez, je pense, bien remarqué, on est en train de parler de deux langages et d'un framework. Donc pour la suite, je vous propose qu'on va plutôt parler des écosystèmes en général, donc pas uniquement du langage en lui-même, puisque donc Quarkus, le langage de Quarkus, c'est Java. Et on va s'intéresser à l'écosystème, parce que c'est ça qui compte quand on souhaite faire le choix d'un langage ou construire une application. Hop, donc on part sur les focus thématiques, et pour commencer, focus sur l'expérience développeur et plutôt la partie apprendre, se perfectionner, être aidé. Donc ici, on va essayer d'évoquer différents points, la facilité d'apprentissage du langage quand on débute, la documentation à la disposition, justement, pour monter en compétences, le support, donc là derrière le support, c'est si j'ai un problème, qu'est-ce que je fais, vers quoi je peux me référer, est-ce que la communauté, les référents, les maintainers sont là pour aider, et puis l'aspect formation aussi, qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme ressources. Et donc si ça te va, Anthony. Ouais, je commence. Pour Quarkus, donc, comme Jérôme l'expliquait, Quarkus c'est un framework, donc je vais nuancer un peu on va dire, la notation par rapport à mes camarades. Facilité d'apprentissage, donc on a mis 3 étoiles dans le sens où un collaborateur, un développeur qui commence sur du Java, qui a déjà fait du Java, en termes de montée en compétences sur du Quarkus, il n'aura aucune complexité. Il y arrivera sans problème et ça se fera facilement. À nuancer avec quelqu'un qui commence le développement, qui n'a jamais fait de Java, donc pareil, là, il va devoir monter en compétences et sur du Java et le Quarkus en plus. En termes de facilité d'apprentissage, ce qu'on peut avoir actuellement sur nos différentes équipes, nos projets et nos SI, on a beaucoup de projets en Spring, par exemple, en framework. Est-ce que c'est compliqué de passer de Spring Boot à un environnement Quarkus? Non, les paradigmes sont les mêmes, il y a juste les annotations qui vont changer. Voilà. En termes de documentation, c'est un des points forts de Quarkus, en mon sens, et ce que j'ai pu voir avec les développeurs sur les différentes équipes, c'est la documentation qui est très très complète et qui est régulièrement mise à jour. Donc c'est rare de tomber sur une documentation qui n'est pas à jour. Et puis il y a des collaboratifs, donc on peut la mettre à jour. Donc la documentation est très complète, on peut réussir à instancier ou en tout cas se documenter facilement sur les différents concepts de base d'une application que l'on peut avoir dans nos SI. Cette documentation est là aussi pour aider à la formation. Beaucoup de contenus sont disponibles pour se former, monter en compétences. Des webinars sont disponibles sur les différentes plateformes et poussés aussi par Red Hat, qui est un des principaux contributeurs. Les formations sont vraiment là pour compléter les Getting Started qu'on peut trouver sur la documentation. Le petit bémol, et vraiment un petit bémol, le framework est assez jeune, donc en termes de support, d'aide que l'on peut avoir sur Stack Overflow par exemple ou d'autres forums, c'est un peu plus compliqué que sur du Spring Boot ou autre, mais on s'en sort complètement. Voilà pour la partie Quarkus. Ok, on va garder l'ordre des colonnes. Maxime, si tu veux enchaîner sur Rust. Ouais, sur le Rust, alors le gros point faible de Rust, on en reparlera par la suite, c'est vraiment la facilité d'apprentissage. Il apporte de grands mécanismes de sécurité, dont on parlera, mais qui du coup induisent une complexité dans l'appréhension du langage. Et à l'opposé de Go, dont on parlera Constantin tout à l'heure,
On est vraiment sur une courbe d'apprentissage qui n'est pas simple du tout. En revanche, que ce soit au niveau de la documentation, la formation, le site officiel est pas mal complet. Au niveau formation, on a même des projets GitHub qu'on peut utiliser, où on va apprendre les différents pans du langage au fur et à mesure. Même si, de ma vision, ils ne vont pas suffisamment loin pour vraiment appréhender une application grandeur nature. En revanche, c'est là où c'est vraiment très agréable, c'est qu'il y a une très bonne communauté open source et que du coup, au niveau support, le support sur Stack Overflow et autres est très bon, voire très agréable, parce que les gens sont au courant que le langage n'est pas forcément simple à appréhender. Et du coup, il y a une bonne appréciation et un bon support de la communauté. Ok, merci. On finit par Go. Ouais. Du coup, le Go, comme je l'ai dit au début, l'objectif de Google, c'était de faire un langage simple, où la courbe d'apprentissage est rapide et l'objectif est validé. Pour un ordre d'idée, un jeune développeur sur notre projet monte en compétence au bout d'une semaine et opérationnel au bout d'une semaine, même si derrière il reste à comprendre la philosophie du Go, mais qui vient par la suite. Autre ordre d'idée, en Go, on a 25 mots-clés, alors qu'en Java et Rust, on trouve le double. Il reste encore quelques évolutions à faire dans le langage, comme par exemple la gestion des erreurs. Il n'y a pas de système de try-catch, donc ça fait qu'on a un code assez verbeux pour gérer nos erreurs, mais on s'y adapte très vite. Côté documentation, en fait, on a la plupart des projets, des librairies sont postées sur GitHub et on a une documentation qui est générée automatiquement à partir du code. Donc on a tout ce qu'il faut. Généralement, les projets open source qu'on va utiliser sont très bien documentés. Il y a tout ce qu'il faut sur la documentation générée par vous. Côté support, il y aura toute l'aide qu'il faut côté Stack Overflow ou que ce soit côté GitHub sur des librairies. Pas de problème pour poser des questions, créer des issues, etc. Généralement, ils vont vous répondre assez vite, en moyenne. Côté formation, il y a un des plus que j'ai pas retrouvé dans d'autres langages, c'est le GoTour, qui va vous faire un passage, tout simplement un tour du Go, et vraiment, vous allez découvrir de A à Z le Go. Et vous aurez aussi la possibilité de justement jouer avec le Go Playground, les différents exercices que vous aurez sur le Go Tour, et tout ça depuis votre navigateur web. Côté formation, moi j'en ai pas trouvé tant que ça, mais je pense que c'est aussi dû à la facilité aussi du Go et de son apprentissage. Vous en trouverez quelques-unes, par exemple sur Udemy, etc. Mais c'est des formations assez rapides. Ok, super. Eh ben, merci. Si on enchaîne, on va rester sur l'expérience développeur. Donc là, on a vu comment retrouver nos ressources, comment monter en compétences. Et maintenant, je me suis mis à cette techno. Qu'est-ce que j'ai sous la main pour développer mon application? Donc, on va parler écosystème du langage en lui-même et surtout tout ce qui tourne autour. Donc, les librairies, les extensions, les IDE, package manager. Qu'est-ce qui est important autour de ces technos? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Et du coup, je vois qu'il y a pas mal de logos. Essayer de dire à quoi ça correspond tout ça. Vas-y, Anthony. Pareil, je vais commencer avec Quarkus. Quarkus, donc framework Java, sans trop de surprise. On tombe sur des packages managers habituels, Gradle, Maven, donc c'est compatible avec sans aucun souci. En termes d'IDE, pareil, on retrouve donc les deux majoritaires avec IntelliJ et Eclipse, qui fonctionnent aussi très bien avec Quarkus, qui sont d'ailleurs utilisés sur notre projet. Visual Studio est présent, il fonctionne, mais il est un peu moins stable. Donc, pareil, sur nos projets, on l'utilise assez peu. Il bénéficie quand même des plugins Java et Quarkus pour pouvoir faciliter l'intégration, mais en termes de stabilité, les équipes préfèrent en tout cas regarder le côté IntelliJ et Eclipse. Voilà, en termes de dépendance, petite subtilité, on en parlera par la suite, mais bien faire attention aux dépendances utilisées dans les programmes, on va dire Quarkus. Quarkus, elles sont en mode natif, à une compilation qui est un peu différente de ce qu'on peut avoir en mode JVM, et donc tout ce qui est gestion de la réflexion, gestion de dépendance et réflexion est un peu différente, et donc il faut que la dépendance soit compatible. Donc il faut bien vérifier que la dépendance utilisée est bien dans la liste des dépendances Quarkus Ready.
Voilà, en termes d'écosystème. Ok, Je fais le tour rapidement des. très bien. Pour Rust, Maxime, c'est comment? Ouais. Alors pour Rust, le premier logo qu'on voit sur le côté là, c'est Cargo. Alors il faut savoir que Rust, pour le compiler, il y a un compilateur qui est le Rust C. Par contre, on l'utilise rarement directement. On va toujours utiliser Cargo, qui est le package manager slash équivalent Maven, on va dire pour faire simple, en Rust, qui va permettre de déclarer les dépendances, de compiler, de lancer les tests, de préparer les déploiements, et qui permet de compiler aussi bien pour l'OS sur lequel on est actuellement que pour d'autres cibles. Parce que comme je disais, c'est un langage qui est système, et qui en plus d'être compilé, on peut le compiler pour des cibles comme de l'embarqué, puisque ça fait partie des sujets, ou le WebAssembly. Donc vraiment, Cargo, il pourrait y avoir autre chose qui remplacerait Cargo, hein. C'est pas une brique, on va dire, c'est une brique qui est interchangeable sur le Rust, mais c'est la brique aujourd'hui existante et importante. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être tooling de l'IDE, on a surtout Clippy, le petit logo au milieu, oui, comme celui de Office dans les années 90. Clippy, c'est l'ensemble des linters, donc de toutes les règles qui va, on va dire, SonarQube, mais vraiment au niveau de l'IDE, pour le développement. Il y a plus de 500 règles qui existent dans ces linters pour aider au développement en Rust. Et du coup, généralement, le développement, c'est plutôt dans Visual Studio Code. C'est on va dire, l'IDE de base pour développer en Rust, avec quelques plugins qui vont bien pour aider, notamment avec le... Alors, au niveau du langage, comme c'est un langage qui est bas niveau, il y a un serveur de langage, donc qui s'appelle Rust LS, pour aider dans le développement. Au niveau des librairies, donc le langage, il vient avec une librairie standard qui est relativement poussée pour tout ce qui va être système. On va vraiment trouver tout ce qu'il faut pour interagir avec le système dans la librairie standard. Par contre, si on veut par exemple faire du web, ce qui n'est pas vraiment prévu de base, il va falloir tout de suite partir sur des librairies tierces, mais qu'on trouvera dans la communauté open source. Je pense notamment, c'est Rocket, il me semble, pour tout ce qui va être web, parce que de base, il n'y a que le TCP dans Rust. Donc si on veut faire juste du HTTP, il va falloir ajouter des choses. Et la particularité du Rust, c'est que comme on va le compiler, quand on va récupérer les librairies, on va récupérer le code source. Et donc on va recompiler l'intégralité des dépendances en même temps que notre code pour créer l'exécutable. Et après, comme je disais, donc au niveau des dépendances, on en trouve pas mal sur la communauté, que ce soit GitHub ou autre, pour aider les applications. Ok, parfait. Et pour Golang? Ouais, du coup, par exemple, dans l'archive d'installation de Go, vous trouverez plusieurs outils. Vous trouverez Go qui va vous permettre de run, build, exécuter vos tests, plus obtenir un coverage. Go aussi embarque toute sa gestion de package de façon native qui sera basée sur du Git. Vous pouvez aussi générer des fichiers ou du code grâce à des commentaires en Go. Dans l'archive, vous trouverez aussi GoFMT, qui est le formateur officiel. Donc, pas besoin de s'embêter aux vraies lectures, à checker les espaces, tabulation, etc. C'est Go qui s'en occupe. Et vous trouverez aussi plein d'autres choses qui vont par exemple vous permettre de builder des applications iOS, Android ou faire du WebAssembly. Donc ça c'est dans l'archive d'installation. Mais sinon vous avez aussi tout un ensemble d'outils officiels comme GoPLS c'est un langage serveur protocole qui va permettre de communiquer avec par exemple VS Code sur des erreurs de code, etc. Vous retrouverez aussi Godoc qui vous permet de générer de la doc, etc. Sinon, un lib officiel, il y a vraiment pas mal de choses. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour communiquer avec les OS et tout ça s'adapte, peu importe Windows ou système Unix. Vous avez tout ce qui est gestion HTTP, etc. En tool communautaire, principalement en Go, vous avez tout ce qu'il faut avec. En tout communautaire, j'en vois un principalement, c'est Golang CI-Lint, qui est un regroupement en fait de plusieurs linters. Donc, un seul soft pour tout linter, ce qui est assez pratique. Aussi, petit tips à savoir avec Go, on peut aussi installer des packages de façon globale, comme un npm install-g.
Ça peut être aussi assez pratique pour récupérer des packages enfin, des packages Go sans avoir à télécharger le binaire. Aussi un truc que vous aurez sûrement besoin de GCC qui va permettre à Go d'interagir avec certaines libs compilées en C pour pouvoir faire le lien entre les deux. Ok, ça marche. Il y a peut-être un petit point, mais je pense que la réponse va être assez rapide. Mais pour ces 3 écosystèmes-là, on peut développer sur n'importe quel OS, Windows, Mac, Linux. Oui, pour Quarkus, Java, oui. Ouais, bon après, faut voir avec l'environnement final, mais Ouais. le plus adapté, c'est rester sur l'environnement final. Ok. Mais ça marche sans problème avec Windows. Ok, ça marche. Oui, on passe aux questions, peut-être s'il y en a déjà. Effectivement, je me permets de poser quelques questions. Bonjour à tous, je suis pas face caméra, mais le cœur y est, bien évidemment. Vous y avez quelque peu répondu en faisant le focus sur chacun des langages, mais ça serait intéressant d'y revenir spécifiquement. On a une question sur quelle est la richesse des frameworks et librairies disponibles pour chaque langage. Est-ce que vous pouvez faire un focus là-dessus? Je commence comme Quarkus a un écosystème de dépendance, en tout cas de dépendance, on peut dire, très complet. À l'heure actuelle, surtout, j'ai pas eu vu de blocage sur les projets que j'ai pu travailler, que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, et la liste de composants et de dépendances qui peuvent être utilisés, qu'on va des bases de données, tout ce qui est event sourcing, bref, et tout ce qui est gestion d'observabilité, code natif, bref, tout l'écosystème dont on a besoin actuellement, il est très complet et ce sont des dépendances qui sont déjà stables. Donc on peut vraiment les utiliser et de plus en plus il y a des dépendances un peu plus sur des composants un peu plus réactifs si on veut commencer à faire des applications réactives. Donc il y a ce qu'il faut en tout cas sur étagère pour Quarkus et donc un projet demain peut démarrer sans aucun problème avec du Quarkus. Il ne devra pas se poser la question, tiens, est-ce que la dépendance de gestion de connexion à Postgre, elle existe, il peut y aller directement et il n'y a aucun souci. Pour le Go, oui, évidemment, vous trouverez tout ce qu'il faut pour vous connecter aux bases de données, le cache, etc. Vous trouverez aussi des librairies qui vont vous simplifier la création de vos API REST, etc. En fait, c'est surtout qu'au niveau du Go, il y a beaucoup de soft qui émergent fait en Go. Et généralement, ils vont venir avec un SDK qui va être fait en Go, donc vous aurez les SDK natifs, etc. Vous aurez quelque chose de solide à la fin. Côté Rust, on a pas mal de librairies. Il faut aller voir sur lib.rs, qui est le home de l'ensemble des librairies Rust référencées aujourd'hui. Pour moi, il y en a un peu moins qu'en Go. On va retrouver un petit peu moins de librairies que ce qu'on a en Go. Mais je pense qu'on aura malgré tout le même souci ce sont beaucoup de librairies jeunes et parfois elles vont disparaître plus rapidement que ce qu'on pourrait connaître côté Java où on a déjà un écosystème existant et des librairies qui sont stables et connues et qui continuent même avec Quarkus. Ok. On avance ? Merci. Merci. Alors là, on va sortir un peu de l'expérience développeur et on va rentrer un peu dans le cœur de nos écosystèmes. Et on va parler plutôt performance et ressources, parce que c'est des préoccupations assez importantes aujourd'hui quand justement on démarre des nouveaux projets. Et du coup, on va s'intéresser au build. Donc quand on dit build, on parle principalement du temps de build et de la conso de ressources pendant ce build, de startup, et on a associé scalabilité avec startup dans le sens où le startup, plus il est rapide, plus on va être capable d'absorber une charge, de mettre à l'échelle de manière automatique. Donc ce sont des préoccupations aussi de nos architectures cloud. Et puis parler un peu de garbage collector, parce que c'est un sujet aussi important quand on parle de langage. Quarkus. Ouais, Quarkus. Concernant le build, alors je vais faire un petit aparté, je ne savais pas trop vous mettre sur quel slide ce point-là, mais en fait, en termes de build, au niveau environnement dev build, un des points forts de Quarkus, c'est sa capacité à faire du rechargement à la volée. En fait, lorsque le développeur va travailler, il va pouvoir, ne sera pas obligé de recompiler et relancer son application chaque fois. Il peut travailler et continuer à tester son API, par exemple, à côté, et ça se rechargera automatiquement. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de gain de vélocité pour les développeurs. Un autre point intéressant, c'est pas vraiment du build, mais c'est tout ce qui est test. Quarkus embarque, c'est en option, mais on peut l'activer, le lancement des tests unitaires à chaud, en fait. Donc en background, en
tâche de fond, on va avoir nos tests unitaires de notre application qui vont tourner. Et lorsque je vais aller modifier une méthode dans une classe donnée, Quarkus va aller détecter quels sont les tests unitaires en lien avec ce morceau de code que j'ai modifié. Et il va les relancer. Donc c'est très, très intéressant lors d'une phase de refactoring ou lorsqu'on fait du TDD par exemple, on va voir nos petits voyants rouges et on va les corriger au fur et à mesure ils vont passer au vert. Et c'est assez intéressant. Après, ça consomme, je ne vais pas vous cacher, ça consomme un peu de ressources. Donc voilà, faut vraiment l'utiliser avec parcimonie, mais c'est très intéressant. En termes de build, vraiment pur et dur, de compilation, je vais nuancer aussi. On a la capacité de compiler donc, Quarkus de deux façons. En mode JVM standard, que l'on peut avoir avec Adobe OpenJDK ou autre, ou en mode natif. En mode de JVM, on reste sur du standard en termes de temps de compilation. On est sur du 30-20 secondes selon les applications. Là, c'est des chiffres que je vous ressors par rapport à un Getting Started, une application API REST avec quelques dépendances ultra simples. Et là où ça pêche un peu plus, c'est en natif. On est sur du 6 minutes sur une machine comme ce que je peux avoir là en face de vous. On est sur du 6 minutes, donc c'est assez long. Donc je nuancerai tout à la fin. La partie compilation native, compilation JVM, et quelles sont les stratégies à employer. À savoir que j'ai fait un test sur une machine un peu mieux cadencée. On peut descendre à 2 minutes, mais ça reste quand même assez long pour la compilation native. Où ça se rattrape, c'est ça qui est intéressant. En termes de démarrage, on est quand même sur du 15 millisecondes en natif, en Quarkus, ce qui est relativement très performant. D'où l'intérêt d'utiliser Quarkus en natif pour des applications cloud ou en tout cas conteneurisées où on a besoin de scale-up et scale-down assez rapidement. En mode JVM, on est toujours aussi plus rapide que d'autres frameworks concurrents, on est sur du 2 secondes. Voilà. En termes de garbage collector, alors j'ai vu qu'Alion avait répondu à une question. En mode JVM, on a nos GC habituels. Donc ça, on garde les principes Java qui a une grosse connaissance et une grande compétence sur le garbage collector. Voilà. Les garbage collectors en Java, voilà, c'est quelque chose qui est maîtrisé depuis le temps. En mode natif, il l'embarque un mini, on va dire, garbage collector poussé par GraalVM. Il y en a plusieurs. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion de changer le garbage collector utilisé, mais il y en a plusieurs qui sont disponibles selon les usages. Voilà pour Quarkus. Je laisse la main peut-être à Maxime sur Maxime. Ouais, sur le Rust. Alors au niveau des performances et consommation de ressources, le build de Rust, de ma vision, il est un peu moins pire que natif sur Quarkus, mais on n'est pas beaucoup mieux. On est vraiment sur quelque chose qui est relativement lent, très lent, et qui fait souffler les machines. Hein. Quand je compile du Rust sur mon PC, ça souffle. Après, ça s'explique par deux aspects. Déjà, il va recompiler toutes les dépendances, hein, puisqu'on récupère le code, donc il va recompiler toutes les dépendances. Et derrière, Rust a tout un mécanisme de vérification de la mémoire, de vérification de l'utilisation des variables et des références, etc., très poussé, on en reparlera par la suite, et qui fait qu'il met beaucoup de temps au niveau du build. Donc clairement, on ne va pas attendre le Rust sur des performances au niveau du build. Petit point positif malgré tout, il fait de la compilation incrémentale. C'est-à-dire que sur un projet, quand on va compiler la première fois, ça va être très lent. Après, si on ne fait que modifier un fichier ou deux, il va recompiler que cette partie-là, et non pas l'intégralité de la solution, heureusement. Derrière, ça a quand même une énorme plus-value, c'est que on est sur une application qui démarre super rapidement, bien évidemment, on est sur du natif, et qui du coup va scaler très très bien. À partir du moment où on va créer de nouvelles instances, elles vont scaler très bien. Et du coup, toutes ces gestions de la mémoire qu'on réévoquera par la suite fait qu'il n'y a pas de garbage collector sur Rust. Donc un point extrêmement positif vis-à-vis de Quarkus ou de Go, en l'occurrence, c'est qu'il n'y a pas de garbage collector, et donc du coup, il n'y a pas les PostGC, par exemple, au run, ce genre de choses. Ok, merci. Constantin. Ouais, pour le Go, c'est un des compilateurs qui est les plus rapides disponibles. C'est surtout qu'un des objectifs de Google, c'était de pouvoir builder sa grande base de code très rapidement. Par exemple, démarrer une API REST, c'est quasi instantané. Et ça, c'est dû aussi au fait que son arbre de dépendance est plutôt bien géré, mais du coup, vous ne pourrez pas gérer tout ce qui est dépendance cyclique, ce qui peut être normal aussi. Et c'est aussi dû aussi par sa simplicité de mots-clés.
le binaire à la fin, vous obtiendrez un binaire vraiment léger qui pourra être mis dans une image Scratch, par exemple Docker, enfin vraiment quelque chose de très light. Et vous avez tout un ensemble de paramètres à la compilation qui va vous permettre de rendre le binaire compatible ou non avec différents OS, différents processeurs, etc. Côté startup, on a quelque chose de très rapide. C'est vraiment pas mal pour scaler ces microservices, etc. Par exemple, pour faire tout ce qui est fonction service. Et niveau garbage collector, il n'y a pas à s'en soucier. On y met des choses et il gère tout seul. Ok, parfait. Bah, merci à vous pour ce focus sur ces aspects build et run. Pour rester sur le thème des performances et ressources, un autre sujet incontournable aujourd'hui, on va parler un petit peu Green IT, donc un mot assez large, surtout quand on parle d'IT. Ici, comment décliner ces mesures-là autour du Green IT sur des langages? En fait, il y a une référence quand on parle de langage et de conso, c'est le classement Energy Efficiency Language. Donc, qu'est-ce que c'est que ce classement? Comment il est fait? En fait, il s'appuie sur un benchmark plutôt orienté performance qui s'appelle Computer Language Benchmark Game. Et le but de ce benchmark, c'est de tester 10 algos différents, donc ils font des traitements différents, sur 28 langages, donc les 28 qu'on voit là dans l'école. Et ensuite, il y a tout un calcul qui est fait suivant les résultats pour faire ce classement et le pondérer. Donc le meilleur classement, c'est d'avoir 1. Et après, plus on augmente et moins on est bon dans le classement. On a 3 types de classements qui sortent de ce benchmark. On a l'énergie, donc la consommation en énergie, le temps, donc on va plutôt être sur le temps d'exécution pour exécuter ces algos, et puis la mémoire utilisée, MB, là c'est pour la mémoire qu'on va utiliser pendant ces traitements. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce classement et sur nos écosystèmes? Déjà, une première chose, on n'a pas Quarkus dans ce classement, on parle de langage. Donc là, ce qu'on a mis en évidence en rouge, c'est le Java, qui est le langage utilisé pour Quarkus. On peut facilement dire, sans trop se tromper, que si on faisait le benchmark, d'ailleurs il est sur GitHub, hein, il pourrait être joué, il a peut-être été joué d'ailleurs, mais si on faisait l'exercice avec Quarkus, il y a des chances qu'on soit sur les niveaux de Java pour l'énergie, le temps, on pourrait peut-être être mieux, et pour la mémoire, on sera forcément mieux qu'en natif, puisque donc, les tests ont été faits avec du Java version JVM, qui est un point assez connu, un point faible assez connu pour le Java. Et puis, un autre point aussi sur le Rust, donc on le voit déjà qu'il est dans le haut du classement, hein, sur chacune des catégories. Ce classement, il date de 2019. Il y a un nouveau tier qui a été lancé par une personne qui prend en compte la dernière version du compilateur Rust. Et en fait, sur cette dernière version, Rust est classé à 1 sur chacun des 3 classements, donc au niveau du C, la meilleure note possible. Donc là, il n'y a même pas de sujet avec Rust au niveau de ces aspects green et efficience. On est vraiment dans le top. Et puis, si on parle de Go, ce qui est important de voir, c'est les échelles. Hein. Là aussi, sur le classement, quand on prend, on peut dire Go est à la moitié sur la partie énergie. Mais quand on regarde l'échelle, si on compare à Python et Perl qui sont tout en bas, on fait quand même, on multiplie par beaucoup. Donc, la note est quand même correcte. Et notamment, gros point fort, hein, la mémoire. Mais Constantin l'a un peu évoqué, c'est lié aussi à tout ce qu'on vient de dire juste avant. Donc voilà, en résumé, Rust, on peut le taguer Green by Design, hein, parce que c'est son gros point fort. Go adresse les sujets, il n'y a pas de doute. Et puis Quarkus, donc ce qu'on peut dire, c'est Quarkus, en fait, il vient s'attaquer là au point faible de Java, donc notamment la colonne mémoire. Quarkus s'attaque directement à ça, et donc apporte des réponses aussi là-dessus. Donc on est bien dans des technos qui sont dans l'actu, qui adressent les problématiques d'aujourd'hui. Et donc, on est totalement en phase avec ces aspects Green IT. La suite, un focus aussi qui est important, je pense, quand on parle des problématiques qui nous intéressent aujourd'hui, ça va être la sécurité. Du coup, là, on se pose la question, est-ce que ces écosystèmes sont secure by design? Donc, qu'est-ce qu'on entend pour un langage quand on parle d'un langage? Et est-ce qu'il est sécurisé? Souvent, on parle des aspects memory safety, type safety, donc le typage, et thread safety. Donc il y a ces 3 aspects souvent qui sont à l'origine de bugs et de problèmes de sécurité.
Donc, je ne sais pas ce que vous avez à dire sur ces langages. Peut-être on commence par Quarkus. Ouais, après- très rapide. Ouais. Ça va être très rapide. Quarkus, c'est un framework du coup basé sur Java. Quarkus, ouais, c'est un framework basé sur Java. Je voulais dire, donc, en termes de paradigme, on est basé sur les mêmes choses. En fait, il n'y a pas de réinvention. On va dire le langage de base est là. Donc, tout ce qui est paradigme en termes de langage typé, gestion des threads, on est là avec les points forts et points faibles aussi du gestion de thread côté Java. Et on bénéficie aussi de tout ce qui est JVM autour de ça. Donc voilà, c'est assez rapide, mais c'est un framework, on n'a pas de grosse révolution en termes de sur cette partie-là. Ok, ça marche. Peut-être qu'on enchaîne sur Go. Ouais. Le côté Go, c'est un langage très typé et puis même pas un mois depuis la version 1.18, vous avez les génériques qui sont arrivés. Go aussi, c'est du duck typing, c'est-à-dire qu'un objet est défini pas par son nom, enfin, son type est défini pas par son nom, mais par ses attributs et ses méthodes. Et c'est aussi de la composition, enfin, il n'y a pas de système d'héritage, enfin, vous verrez si vous démarrez le Go. Vous avez aussi pour tout ce qui est gestion de thread, ce qu'on appelle des Go routines, qui sont des threads un peu réduits, enfin un peu plus petits, enfin, on va dire ça comme ça, enfin des coroutines avec tout ce qui est gestion de concurrence. Ça va vous permettre d'exécuter vos fonctions en background et elles scale nativement sans problème. Aussi côté Go, vous aurez tout ce qui vous permet de gérer tout ce qui est mutex, etc. Enfin, gestion de sécurité côté mémoire. Mais vous avez aussi tout ce qui est implémentation CSP, Communicated Sequential Process, où en fait le but c'est de partager la mémoire par la communication. Donc en Go, vous aurez des channels qui sont des FIFO qui vont vous permettre en fait de partager vos objets en dehors de votre Go routine et tout ça de façon safe. Sinon, côté Go aussi, vous avez des outils qui vont vous permettre, des outils natifs qui vont vous permettre de checker tout ce qui est data race au niveau de votre mémoire. Donc de tester tout si vous avez des potentielles fuites de mémoire dans votre code. Ok, merci. Et donc sur Rust, qui est un sujet clé de ce langage. Exactement, sujet que j'ai teasé au fur et à mesure. Mais du coup, ouais, l'un des points très importants sur Rust, c'est la sécurité ce qu'on a développé, hein, du coup. C'est un langage qui est très fortement typé, au même titre que Go ou que Java. On va retrouver le classique des génériques, des option types, des traits, etc. Là où il apporte vraiment un point très important, c'est sa gestion très très stricte de la mémoire. Il n'y a pas de garbage collector qui va nettoyer la mémoire. Donc tous les objets ont un cycle de vie bien précis. Et donc si on essaie en l'utilisant en sortant, ça ne marchera pas, absolument pas. Également de partage de références vers un objet. Donc il y a une notion de borrow et de check. Donc en gros, on va vérifier qu'une même référence vers un objet n'est utilisée qu'une fois et non pas, elle ne peut pas être utilisée en concurrence à plusieurs endroits. Ça nous permet de s'assurer du coup qu'on peut avoir des threads concurrents, que du coup une même variable ne peut être utilisée que par un thread à la fois. Il n'y a vraiment pas du tout possibilité de partager la donnée entre threads par des variables. Et également, du coup, s'assurer les flux mémoire. Je finirai sur Rust en évoquant le pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises comme Microsoft, par exemple, se concentrent beaucoup s'intéressent beaucoup à Rust. Il y a quelqu'un de chez Microsoft qui disait qu'à peu près 70% des patchs annuels, de leurs patchs annuels, sont pour corriger des bugs liés à la sécurité de la mémoire. C'est pour ça que eux, par exemple, vont commencer à utiliser Rust, probablement, pour réimplémenter des services système bas niveau qui du coup sont sensibles en Rust. Donc, c'est pas bien. Ok, super. Merci à vous. Le dernier focus, on va reprendre un peu de hauteur sur tout ça. Donc on a vu que les langages, c'est cool, ils adressent plein de problématiques, ça donne plutôt envie d'un point de vue expérience développeur. Par contre, qu'est-ce qu'il en est au niveau des compétences, de l'offre, de la demande?
Alors pour illustrer un petit peu ces aspects-là, on a repris des données de plusieurs classements, donc principalement le sondage Stack Overflow Developer de l'année dernière, celui de cette année n'est pas encore sorti. Et on a pris quelques classements. Donc si on parle du salaire déjà, est-ce que ça vaut le coup d'investir et d'apprendre des nouveaux langages? Et ben on voit que le Rust et le Go, ils arrivent, donc il y en a plus que ça, hein, mais le Rust et le Go, globalement, arrivent juste après les langages les mieux payés, qui sont souvent les langages fonctionnels, ou les langages qui sont tirés par le haut par des grosses startups, des grosses boîtes qui ont basé toutes leurs applications dessus, comme Ruby par exemple, et le monde du big data. Et juste derrière, en fait, on retrouve Rust et Go. Donc c'est vraiment les langages qui sont dans les plus rémunérateurs. Forcément, dans ce type de classement, on ne va pas retrouver Quarkus non plus. Par contre, ce qu'on peut dire sans trop de soucis, c'est que Quarkus serait plus haut que Java, le vanilla Java, on va dire, parce que c'est une compétence en plus, donc forcément, c'est un peu plus valorisé. Donc Quarkus serait un peu plus haut dans ces classements que ce qu'on a indiqué là en Java. Et puis, sinon, un autre classement qu'on trouve intéressant, c'est les langages les plus aimés versus plus redoutés. Donc, en fait, les deux courbes sont inversées, hein. C'est normal parce qu'il fallait choisir, en fait, il fallait placer un curseur, hein, pour le sondage. Ce qu'on peut dire, c'est que le Rust est le numéro 1, le langage le plus aimé par les développeurs. Donc, on a vu les arguments juste avant et on a parlé de la communauté qui pousse beaucoup et qui est très satisfaite. Donc, ça se reflète dans ce classement. Le Go est plutôt bien placé aussi. Le Java, en gros, on retrouve autant de personnes qui aiment le Java ou qui ont des soucis avec ou qui le redoutent. Donc c'est plutôt normal aussi vu la volumétrie de développeurs sur ce langage. Et puis pour illustrer quel est le langage le moins aimé, c'est le COBOL, qui est en fin de liste. Donc je ne reviens pas sur la courbe redoutée puisque c'est l'inverse. Et un autre classement qu'on trouve important, c'est on a des langages qui sont aimés, mais est-ce qu'il y a des offres d'emploi derrière? Est-ce qu'ils sont recherchés finalement? Donc ce classement est à mettre, le classement à droite là, est à mettre un peu en perspective. Donc ce qu'il faut lire, c'est que par exemple 48% des employeurs ont une forte demande en développeur JavaScript. Par contre, ce qui manque, pour mettre un peu de relief sur ce classement là qui vient de chez Coding Games, c'est le nombre d'offres aussi à côté. Parce que forcément, il y a beaucoup de besoins en JavaScript, énormément d'entreprises en font. Donc c'est pour ça qu'on trouve le Java en numéro 2 aussi. Il y a toujours une très forte demande en développeur Java. Le Go, une proportion beaucoup moindre, donc en termes de forte demande. Il y a quand même de la demande chez les employeurs, et on l'en trouve plus bas, et le Rust encore plus bas. Par contre, si on met à côté le nombre d'offres, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas assez de développeurs Rust pour les offres ou que le marché n'est pas tendu. Le marché est tendu sur Rust, il est en très forte croissance, il y a une très forte besoin de développeurs Rust, de par l'adoption dont a parlé Maxime, et pareil pour le Go qui est en très forte croissance et de plus en plus de demande aussi. Donc on est plutôt sur des tendances hautes. On attendra les prochains classements pour réussir à comparer. Et ben on arrive à la synthèse. Comme synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on a vu que ces trois écosystèmes, ils ont de bons arguments pour s'imposer. Et puis si on répond à la question, est-ce que les écosystèmes existants sont morts? Évidemment que non. Donc déjà, on disait que le Java et le .NET, est-ce qu'ils sont morts? Le Java n'est pas mort, c'est le langage de base de Quarkus. Et le Java est tellement imposé en entreprise et une communauté tellement forte, il y a tellement de produits qui sont basés sur Java qu'il est pas près de mourir. Une autre chose à savoir, hein, c'est que Java, le corps du Java, s'inspire aussi de toutes ces initiatives autour de ce que fait Quarkus, de ce que font les concurrents, et ça vient enrichir les fonctionnalités propres à Java. Donc il évolue aussi dans le bon sens sur plein d'aspects. Sur le .NET, c'est la même chose, hein, le .NET n'est pas mort non plus. On ne l'évoquera pas dans cette présentation, parce que ça peut faire l'objet d'une présentation dédiée, mais .NET aujourd'hui, Microsoft fait un virage à 180 degrés avec .NET Core, avec une compatibilité Linux, pareil, une compilation optimisée, un framework allégé. Donc tous ces sujets sont aussi adressés par côté de .NET. Et il y a encore une très forte communauté C# notamment, on l'a vu dans les classements juste avant. On n'a pas eu le temps de détailler, mais on retrouve C# très bien classé dans tous les classements. Par contre, ces nouveaux écosystèmes, ils présentent des limitations. Et ces limitations, ça peut être incompatible avec certaines DSI. Donc là, ça va dépendre des tailles des entreprises, des stratégies, etc., la gestion des développeurs. Mais par exemple, on ne va pas forcément parler des cycles de release et du support du langage en lui-même, qui sont plutôt stables pour tous les langages, même si les cycles s'accélèrent. On va plutôt parler de l'écosystème. Et c'est là que l'écosystème étant de plus en plus open source, avec des maintainers qui sont
parfois bénévoles. Donc Maxime a insisté sur le fait que côté Rust, on retrouve des maintaineurs qui sont maintenant payés, c'est un gage de stabilité aussi hein, pour l'écosystème. Mais ça reste quand même des limitations qu'il faut prendre en compte quand on fait des choix pour, par exemple, de choisir un langage pour une application qui est core business de sa boîte. Par contre, ce qu'on peut dire sans trop de soucis, que Quarkus, Golang et Rust sont aujourd'hui matures. C'est pour ça qu'on a cette présentation aujourd'hui, c'est parce qu'on l'utilise, on met les applications en prod. Au niveau des entreprises autour de nous, c'est très fortement adopté. Et le gage de maturité, c'est aussi les gros sponsors qu'on retrouve derrière. Donc, on les a cités, hein, toutes les boîtes s'orientent vers du Rust, les grosses locomotives des Microsoft, Amazon, le Go et toute la communauté cloud native, donc tous les nouveaux outils qui sortent autour du monde Kubernetes, Container. Aujourd'hui, énormément d'outils partent sur le Go. Donc, beaucoup d'entreprises en fait basent tout leur business sur ces langages. C'est une certaine forme de stabilité, et Quarkus aussi, qui est un très gros sponsor qui pousse derrière et qui a, de par sa simplicité et de par le fait que la communauté Java existe déjà et que les gens sont déjà formés à Java et apprennent le Java à l'école notamment, fait qu'aujourd'hui Quarkus a une très forte adoption dans les entreprises. Par contre, on reprend le dernier focus là, sur la gestion des compétences. Souvent, quand on va devoir faire un choix entre des langages, ça va être comment on veut gérer la compétence au sein de notre entreprise, au sein de nos équipes. Est-ce qu'on souhaite uniformiser les connaissances, donc rester sur du Java? Dans ce cas, Quarkus, c'est un bon candidat. Est-ce qu'on veut ouvrir et axer sur d'autres points forts, la scalabilité, le startup, etc. Là, on va pouvoir retrouver du Go et partir là-dessus. Donc, la gestion des compétences, c'est un facteur aujourd'hui qui aide à décider justement de ces langages. Et on ne voulait pas vous laisser partir sans cette dernière conclusion où je vais vous demander à chacun de nous dire pourquoi aujourd'hui on peut choisir Quarkus et à quoi il faut faire attention. Anthony, si tu veux commencer. Oui. Pour Quarkus, en termes de stratégie, pourquoi moi je dirais proposer un projet sur Quarkus, c'est déjà on va dire que c'est Cloud Native Ready. On est capable de déployer, compiler, on fait une application native en Quarkus et très légère aussi. Donc en termes de rapidité et légèreté, j'ai pu le présenter. On est quelque chose qui est très performant. On a aussi le besoin, généralement, dans nos transformations de systèmes d'information, d'applications, on a souvent d'existant qui est disponible, qui est déjà présent. On va pouvoir faire du reuse avec Quarkus. Quarkus, c'est une base Java. On est capable d'aller récupérer, on va dire, de l'existant Java pour pouvoir aller plus vite, gagner en efficacité et aller simplement transformer notre application en Quarkus. Il y a aussi un autre. Jérôme l'a un peu explicité, il y a aussi un point majeur, c'est quand on a une équipe qui a déjà de fortes compétences et des fortes connaissances en Java, on peut vouloir garder ces compétences et connaissances pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir sécuriser le projet aussi. Et dans ces cas-là, Quarkus est vraiment le bon candidat pour cela. À faire attention, les limitations du framework, vraiment faire attention, et ça c'est du vécu. Les dépendances utilisées, bien utiliser des dépendances Quarkus Ready et rapidement tester votre application native pour se rendre compte si ça passe ou non. Et j'ai aussi répondu à une question qui a été posée, j'ai vu passer, bien optimiser son CI/CD, donc son pipeline d'intégration continue, dans le sens où, comme je vous l'ai expliqué, la compilation en natif, c'est 6 minutes. Sur un poste de dev, c'est pas possible. Sur une compilation sur la partie branche de développement, si on est en feature branches, c'est assez compliqué aussi. Donc, il y a toute une stratégie à mettre en place de dire, OK, à tel et tel endroit de mon cycle de vie applicatif, je vais faire la compilation JVM. Et à cet endroit-là, je vais commencer à faire la compilation native. Et bien sûr, plus on se rapproche de la production, plus on va faire la compilation native pour être proche du terrain. Donc voilà, ça c'est un peu mon expérience et ce que je peux préconiser par rapport à Quarkus. Ok. Pour Rust, Maxime? Ouais, en résumé, Rust, on est vraiment sur des endroits où on a envie de faire des applications avec des fortes exigences de performance ou de sécurité. Ce qui fait que généralement, on va être sur le développement de composants bas niveau, que ce soit des composants système, beaucoup de systèmes, hein, c'est ce qu'on retrouve maintenant sur les modules kernel Linux, Microsoft qui veut le réintégrer également dans ce CDF système à eux. Mais on va le retrouver également dans l'embarqué, parce qu'on est sur des applications qui sont vraiment optimisées, donc on va retrouver dans l'IoT. Et c'est avec le C, le premier langage dont une des cibles de compilation était le WebAssembly. Donc WebAssembly, hein, si
je vous encourage à regarder, hein, c'est hyper intéressant, c'est tout ce qui va être compilation d'applications natives qui vont tourner dans le navigateur. Donc on va avoir une cible WebAssembly qui va être implémentée par les différents navigateurs, hein, c'est déjà le cas aujourd'hui, et qui permet de faire des applications avec des performances bien plus optimisées côté navigateur. Mais du coup, Rust, déjà, même chez nous, on va le retrouver on va peu le retrouver en fait sur nos développements, puisqu'on c'est moins orienté développement d'applications business. On va plus le retrouver sur des sujets où on a besoin de performance ou de sécurité, mais par exemple, côté cyber, défense et sécurité chez nous, on va avoir un peu de Rust. C'est plus sur ces axes-là qu'on va le retrouver que sur le développement d'applications business. Et là où il faut vraiment faire attention, c'est que c'est un langage qui n'est pas si simple que ça à prendre en main, hein, ouais, j'ai déjà évoqué, et que du coup, il y a vraiment une montée en compétences à appréhender pour les équipes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, contrairement au Go. Ok, merci. Et on termine par Go. Ouais, du coup, le Go, c'est plutôt adapté pour des petites applis du style microservice. Le problème du Go, c'est qu'on se trouve avec un langage assez verbeux par sa gestion des erreurs, par sa simplicité aussi, qui fait qu'on va souvent des fois devoir réinventer la roue. Par exemple, si on veut regarder un contains dans un tableau, on va devoir le coder. Enfin, on se retrouve du coup avec beaucoup de fichiers, beaucoup de code, et bah, pour bien s'y retrouver, le mieux c'est un peu de tout décomposer ça, par exemple en microservices. C'est aussi pas mal adapté pour tout ce qui est binaire en ligne de commande. De façon native, vous pourrez gérer tout ce qui est flag de ligne de commande, mais vous trouvez des librairies au-dessus qui vont pouvoir vous aider à gérer ça de façon plus optimisée, enfin plus de fonctionnalités. En fonction à ce service aussi, j'ai pu tester, c'est plutôt pas mal. Il y a des librairies qui vous donnent tout plein de SDK pour gérer de façon native les événements que vous recevrez. Pour aussi sa gestion de concurrence avec tout ce qui est threading, vous avez un toolkit qui est immense. Vous avez plusieurs façons de coder tout ça. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut. Et l'autre avantage aussi que je vois, c'est si vous voulez connecter ça à des outils qui eux aussi ont été développés en Go, vous trouverez les SDK qui ont été eux aussi faits en Go. Principalement, les développeurs vont le faire dans le langage de leur application. L'environnement de dev aussi est super simple à mettre en place. Il y a quasi tout ce qu'il faut dans le binaire d'installation, enfin dans l'archive d'installation, et avec le binaire Go, gestion de package, etc. Et la courbe de progression aussi est vraiment au top, au rendez-vous. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un junior développeur en une semaine, il montera en compétence. Après, à force de relecture de code, il va comprendre la philosophie du Go et tout va venir en place. Après, le seul point d'attention que je vois, c'est quand on choisit ces librairies sur GitHub, souvent faire attention au nombre au nombre de stars que vous retrouverez sur les projets. Parce que souvent, vous retrouverez des projets, des librairies qui vont tomber en maintenance et vous allez devoir prévoir des migrations. Donc des fois, vous aurez un peu de chance, la librairie elle va être forkée, vous aurez quelques petits changements à faire. Mais des fois, comme par exemple une librairie pour du MongoDB développée par la communauté, Mongo a développé son propre SDK. Et là, il y avait vraiment beaucoup de changements à opérer pour passer sur la librairie officielle. Donc, on va faire attention au choix de ces librairies externes. Ok, eh ben, merci à tous les trois. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, je pense pas beaucoup, on a été bavard. Alors, il nous reste une question. Je suis désolé, on va faire des choix. Je vais poser deux questions qui en réalité ne sont que la composante d'une seule question et plutôt à destination d'Anthony. Donc, pourquoi ne pas aborder Kotlin dans ce webinaire et quelles sont les différences notables entre Quarkus et Spring Boot? Très rapidement, en 1-2 minutes. En 1-2 minutes, pourquoi pas Kotlin, pardon, il fallait faire un choix. Donc, et puis l'essentiel de nos projets sont en Java et en Kotlin, donc d'où la continuité de plutôt se diriger vers
du Java Quarkus et non du Kotlin Quarkus. Demain, moi, si j'ai un projet qui doit démarrer, si je dois réapprendre un nouveau langage, j'irai plutôt faire du Go, par exemple, que du Kotlin Quarkus. Voilà, réponse rapide sur celle-là. Et sur les différences notables entre Spring Boot et Quarkus, donc j'ai rapidement répondu dans les questions, mais je vais le faire à voix haute. Les annotations sont différentes. Donc juste ça, en termes et la partie IOC, donc inversion of control, qui est un peu différente, mais qui fonctionne de la même façon. C'est juste les nommages qui vont changer et différenciants. Après, le moteur derrière, c'est pas le même, certes, mais en termes de développement, c'est la même chose. Et si on se pense côté compilation native, Quarkus est largement au-dessus par rapport à Spring native. Pour le moment, en tout cas, je suis bien dit pour le moment, parce que ça évolue vite et Spring a une grande expérience et plus de monde que Quarkus derrière. Mais en termes de stabilité et performance, ouais, Quarkus est largement devant. Et si on se rajoute un autre framework comme Micronaut, par exemple, Quarkus est encore devant aussi Micronaut. Voilà. Très bien. Merci, messieurs. Ouais, juste un petit message pour dire que le replay et les slides, on vous enverra les liens dans les jours qui viennent. Et ben, merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ciao. À bientôt.